Bien dans le débat, il est consacré au Moyen-Orient. Cette journée qualifiée d'historique avec ce matin la libération des 20 derniers otages israéliens vivants détenus à Gaza par le Hamas. Ils ont retrouvé leur famille en Israël. Les dépouilles de 4 otages devraient être remises également ce soir. Cette libération des otages israéliens a été négociée contre la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens arrivés à Gaza ou en Cisjordanie. Aujourd'hui, certains ont été expulsés. Et puis, ce volet diplomatique en Égypte, en ce moment même à Sharm el-Cheikh, où sont réunis une vingtaine de pays en présence de Donald Trump, des pays arabes, mais aussi la Turquie et plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume-Uni. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, finalement est présent à ce sommet, alors que Benjamin Netanyahou, lui, a décliné l'invitation de Trump. Ce matin, c'est un Donald Trump triomphant qui a pris la parole à la Knesset en Israël, où il a évoqué un nouvel âge d'or au Moyen-Orient. Alors, on va revenir sur la libération des otages israéliens, puis de celle des prisonniers palestiniens. La phase 1 du plan Trump est-elle achevée? On va évoquer ce volet diplomatique. Que se passe-t-il en ce moment à Sharm el-Cheikh en Égypte? La seconde phase du plan Trump est-elle amorcée? Gaza, la fin d'une ère de terreur, c'est le titre de ce débat. On en parle avec mes invités. David Rigoulet-Rose est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et également chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Bienvenue à vous. En face de vous, Patricia Lémonière nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Patricia, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bien sûr, vous connaissez très bien tout ce Moyen-Orient, Gaza, Israël. Merci d'être là. Nous avons également Tamar Sebok ce soir avec nous. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondante du quotidien israélien Ediot Aharonot. On va voir tout de suite la une d'aujourd'hui. Welcome Mr. President. Ça, c'est en anglais. Le reste, c'est en hébreu. C'est assez enthousiaste cette une. Bienvenue à Donald Trump puisqu'il était à la Knesset. Et aussi aux otages. Et aussi aux otages. Donc, ils sont rentrés à la maison ce matin. Nous avons Laetitia Bucaille ce soir. Bonsoir. Vous êtes professeure de sociologie politique à l'INALCO, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Votre livre qui paraît dans 2 jours, me semble-t-il, Gaza, quel avenir? On le voit donc s'afficher et c'est aux éditions de Stock. C'est une journée qui fut, on peut dire, intense. Elle a démarré ce matin avec la libération des otages israéliens. Les 20 derniers otages israéliens vivants ont été libérés. Pauline Godard, vous êtes notre envoyée spéciale. Vous êtes place des otages, une place qui bientôt ne portera plus ce nom. D'abord, c'est l'émotion des Israéliens à la libération des otages qui a vraiment marqué cette journée. Oui, tout à fait. Tout au long de la journée, l'émotion des Israéliens était immense ici sur la place des otages. Il y a encore quelques minutes derrière moi, de très nombreux Israéliens se sont mis à danser, à chanter différents chants, notamment des chants religieux. Il y a encore beaucoup d'ambiance ce soir sur cette place. Les Israéliens nous ont confié, nous ont dit être soulagés de voir enfin ces 20 otages vivants rentrer en Israël après 2 ans de captivité. Ils ont repris leur souffle, nous ont-ils dit. C'est un élan à la vie, nous a également confié une franco-israélienne avec qui nous avons pu parler. On a vu tout au long de la journée des drapeaux israéliens flotter, de grands sourires sur les visages des Israéliens qui se trouvaient ici. Ils se prenaient dans les bras, ils chantaient cette chanson symbolique « À la maison, à la maison ». Certains ont pleuré, je vous le disais, ont même dansé ici sur cette place. Il y a eu plusieurs temps forts. En effet, durant cette journée, ces premiers temps forts, c'était la libération des 7 premiers otages. Après, on a pu voir les 13 autres otages. Ils sont ce soir dans différents hôpitaux qui se trouvent en Israël. Ils sont avec leurs proches, avec leurs amis, avec leurs familles, notamment à l'hôpital d'Irilov qui se trouve à quelques centaines de mètres de la place des otages. On a pu d'ailleurs voir à différentes reprises tout au long de la journée les hélicoptères
hélicoptères militaires qui ont survolé la place des otages avec des ex-otages à l'intérieur. Ces ex-otages étaient conduits notamment à l'hôpital d'Irilov et les gens ici sur la place des otages ont applaudi, ont salué l'hélicoptère en espérant bien sûr que les otages à l'intérieur pouvaient les voir. Encore une scène pleine d'émotion. Et puis il y a eu aussi ce discours de Donald Trump devant la Knesset, un discours qui a été beaucoup applaudi ici. Beaucoup disent que sans Donald Trump, les otages ne seraient pas là ici ce soir en Israël. On l'a constaté d'ailleurs ces derniers jours. Il y avait beaucoup de drapeaux américains, beaucoup aussi de pancartes avec écrit merci Donald Trump tout au long de la route qui mène de Jérusalem à Tel Aviv. Et dans le sens de Tel Aviv à Jérusalem, il y avait des drapeaux israéliens et des drapeaux américains. Et encore une fois, des immenses pancartes avec écrit merci Donald Trump. Il faut rappeler qu'il reste encore 24 corps entre les mains du Hamas qui doivent être donc rendus selon les termes de l'accord à Israël. 24 corps d'otages. On sait que 4 corps sont maintenant entre les mains du CICR et qu'ils devraient bientôt passer ces cercueils, la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Le porte-parole de l'armée s'est exprimé tout à l'heure. Il a dit qu'il continue à y avoir des négociations pour que le Hamas respecte son accord et que tous les corps soient rendus à Israël pour que notamment les familles puissent enfin enterrer leurs morts et faire leur deuil. Merci Pauline. Pauline Godard, donc en direct de la place des otages. Tamar Sebok, c'est d'abord un soulagement, ce qui s'est passé ce matin. C'est un grand soulagement parce qu'une partie des otages, on a vu des vidéos où ils étaient dans un état catastrophique et donc leur famille ne savait pas dans quel état ils allaient les récupérer. Donc déjà... Est-ce qu'on sait un petit peu quel est leur état de santé ce soir? Vous avez des informations? Alors c'est pour le moment rien infiltré, mais c'est un peu trompeur. Parce qu'on sait ça des autres otages qui étaient déjà libérés. Il y a l'adrénaline, donc ils marchent. On voit toujours quand ils sortent du van et qu'ils disent bonjour à tout le monde. Mais on voit qu'ils sont très maigres. On sait qu'il y a des maladies chroniques qui se révèlent après. Et surtout, il y a aussi, après l'enthousiasme, toujours un creux psychique. Parce qu'ils ont quand même passé des moments très, très difficiles. Laetitia Bucaille, c'est tout de même cet enthousiasme qu'on a vu aujourd'hui, ces images sur cette place, cette fameuse place des otages. C'est vraiment l'une des images fortes de la journée. Oui, bien sûr. Toute la société israélienne, en fait, était émue aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est un immense soulagement. Les otages sont devenus des personnes familières. On connaissait leur visage qui était affiché partout dans Israël. On connaissait leurs familles qui venaient témoigner sur la place des otages. Et puis, c'est une lutte qui s'est intensifiée avec les mois. En particulier, en juillet dernier, il y a eu une immense mobilisation en Israël pour réclamer, pour exiger du gouvernement qu'il cesse sa politique guerrière et qu'il négocie la libération des otages. Et cette mobilisation s'est vraiment amplifiée. La population israélienne était très majoritairement pour l'arrêt de la guerre et pour une négociation pour que les otages soient relâchés. Cela dit, après le soulagement, il est possible que une amertume revienne quand même assez fortement parce que finalement, ces derniers otages qui sont libérés aujourd'hui, bien sûr, tout le monde ne peut que s'en réjouir, mais enfin, ils ont passé 2 années aux mains du Hamas ou d'autres groupes dans des conditions épouvantables. Donc là, on va être dans la reconstruction. On aurait pu hâter la fin de leur supplice il y a bien longtemps déjà. Patricia Alémonière, c'est une page qui se tourne quand même, une sorte de fin d'une ère de terreur. Alors j'ai envie de dire que c'est 2 années qui sont clôturées aujourd'hui, c'est-à-dire ces 2 années où tout un pays finalement a été totalement centré sur la question des otages et même s'est déchiré entre une certaine partie de la société israélienne plus religieuse, plus radicale qui pensait que la guerre devait être menée. Donc c'est un pays entier qui ne vivait que pour aujourd'hui, que pour la fin de la détention des otages. Et aujourd'hui, effectivement, le pays se retrouve, il a fini ce chemin, cette attente se termine, mais cette attente, ça va être terrible, parce que après, si vous voulez, imaginez-vous vivre 2 ans pour une chose, pour un but, et puis le but est atteint, et après
Et après, il va falloir reconstruire effectivement la vie pour ces otages, mais c'est tout un pays qui va avoir à se reconstruire, parce que ce pays s'est organisé totalement autour de ça. Et maintenant, on est dans le jour d'après, et cette organisation du jour d'après n'est pas prévue, n'a jamais été organisée par le gouvernement. Vous voulez rebondir sur le jour d'après? Oui, alors rien n'a été vraiment organisé par le gouvernement Netanyahou, même pas qu'est-ce qui va se passer après les conflits. Ce que je veux dire, c'est que Israël ne pouvait pas passer à autre chose tant qu'il y avait cette histoire d'otages qui n'est pas finie, parce qu'il y a quand même les otages. Il y a encore les dépouilles. Donc voilà. 24 dépouilles. C'est la seule moyen de pouvoir construire quelque chose. Jusqu'à maintenant, c'était impossible. Donc, on peut être peut-être optimiste sur le fait que les gens sont contents de se retrouver ensemble et ils n'ont pas envie de se déchirer complètement. Mais en tout cas, il n'y avait rien de prévu ni par le gouvernement. Non, mais je ne parlais pas de prévoir quelque chose. Je disais que c'était un pays qui a vécu complètement dans cette attente et maintenant, c'est fini. Et donc, voilà. Ouais, et donc, on va passer à l'après. Et maintenant les 2000 prisonniers palestiniens, 1968 pour être précis, prisonniers palestiniens qui ont donc été libérés. Certains sont allés vers Gaza, on a vu aujourd'hui, d'autres vers la Cisjordanie, d'autres ont été expulsés. 250 d'entre eux étaient condamnés à des peines à perpétuité. Claire Duhamel, notre envoyée spéciale et correspondante dans la région, était à Ramallah. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé. C'est le deuxième bus de prisonniers palestiniens qui arrive ici à Ramallah. Vous pouvez les voir derrière moi dans ces bus. Eh bien, ces prisonniers palestiniens sortent petit à petit. Ils sont accompagnés par le personnel de la Croix-Rouge et accueillis en grande fanfare ici à Ramallah. Alors, ces prisonniers, ils sont environ 90. Ils font partie d'un groupe de 250 prisonniers palestiniens, pour la plupart condamnés pour des peines de prison à vie, pour avoir notamment organisé ou participé à des attaques contre des civils israéliens. Et une femme présente aujourd'hui nous disait qu'elle attend son frère, que ça fait 17 ans qu'elle ne l'a pas vu, qu'elle n'espérait pas le revoir un jour hors des geôles israéliennes. Le sentiment ici, c'est bien celui de la fête, mais cette fête est quelque peu contenue, puisque les autorités israéliennes ont donné des indications très claires, ont même menacé des familles, interdiction de célébrer le retour de ces prisonniers palestiniens. Toute personne qui crierait des slogans de soutien aux mouvements islamistes risque d'être arrêtée. On sent une tension quand même aujourd'hui à Ramallah, même si tous les Palestiniens qu'on rencontre nous disent qu'ils sont extrêmement heureux de retrouver ces prisonniers. David Rigolero, c'était un moment important pour la société palestinienne aussi. Oui, alors ça ne clôt pas tous les problèmes, évidemment, mais ça relance effectivement des espoirs sur une amélioration de la situation de la société palestinienne en général, même si la situation à Gaza et en Cisjordanie n'est pas du tout comparable. Là, il se trouve que c'est la Cisjordanie. Donc la question, de toute façon, va être posée déjà, il y a une aide humanitaire qui devrait rentrer à nouveau à Gaza. Enfin, a priori, on en a peu parlé aujourd'hui, mais ça fait partie de la phase 1. Il y a 400 camions quotidiens qui sont programmés justement pour... Il va y avoir une amélioration, effectivement, ça c'est incontestable. Mais on voit déjà qu'à l'intérieur de l'enclave, il y a des tensions, notamment des tentatives de reprise en main de ce qui reste du Hamas par rapport à certaines familles, à des clans. Le Hamas a commencé à régler ses comptes. Oui, bien sûr. À Gaza. Et c'est la nature et horreur du vide. Donc à partir du moment où il y a effectivement un relâchement de la pression, il y a la tentative de reprendre la main. Donc l'enjeu, et là on touche du doigt le problème de l'enjeu du désarmement du Hamas et de la démilitarisation, qui va être un sujet crucial pour les phases ultérieures. Marwan Barghouti, donc, il n'a pas été libéré, alors que donc, celui qu'on appelle le Mandela palestinien, pourquoi pas de libération? Il y avait un veto, c'était une ligne rouge. Alors le paradoxe, c'est que c'est vraisemblablement parce qu'il est susceptible d'incarner une alternative à une autorité palestinienne réformée. C'est-à-dire que paradoxalement, un ministre comme Itamar Ben-Gvir, qui lui faisait un régime carcéral particulièrement difficile, préférait encore voir sortir des membres du Hamas que Marwan Barghouti. Parce qu'il a été condamné effectivement à perpétuité, mais il est un des rares à s'être prononcé explicitement pour la solution à deux États. Et donc il coche
pas mal de cases, à la fois à l'intérieur, il y a un crédit, un capital chez les Palestiniens, et à l'extérieur, justement. Et dans la perspective d'un renouvellement potentiel de l'autorité palestinienne, qui aujourd'hui est très dévaluée, évidemment. C'est le chef de file de la branche armée du Fatah en Cisjordanie. Oui, qui avait été condamné après la seconde intifada, si vous voulez. Mais, je veux dire, ce que Marwan Barghouti incarne, c'est un avenir politique pour les Palestiniens. Et si vous voulez, c'est une voix qui est effectivement, comme vous l'avez dit, totalement audible à l'extérieur, qui peut réunifier et qui est très éloignée des idées de corruption qui tournent autour de l'autorité palestinienne. Et pourquoi cette ligne rouge, je crois, des autorités israéliennes? C'est parce que, justement, les autorités israéliennes ne veulent pas une reconstruction d'une autorité politique palestinienne. Pour le Premier ministre, il en est hors de question qu'il y ait quelque chose qui incarne un futur politique des Palestiniens. Donc il ne fallait pas le libérer. Donc il ne fallait absolument pas le libérer pour ne donner aucune chance finalement, puisque l'autorité politique palestinienne pour le Premier ministre ne peut exister dans un avenir envisageable à ses yeux. Oui, on peut considérer que c'est un accord qui n'est pas tellement favorable au Hamas et que c'est une forme d'échec pour le Hamas de ne pas avoir réussi à libérer ni Marwan Barghouti, ni Ahmed Saadat, qui est le secrétaire général du FPLP. Et Marwan Barghouti incarne non seulement un avenir politique pour les Palestiniens, mais c'est aussi un symbole de l'unité pour les Palestiniens, parce que c'est pas seulement ça, c'est pas le seul à avoir envisagé un État palestinien dans les frontières de 1967. Marwan Barghouti a fait ce document des prisonniers en 2005 où il a réuni toutes les factions palestiniennes qui sont mises d'accord pour être pour se prononcer en faveur d'un État palestinien dans les frontières de 1967, y compris le Hamas. Donc Marwan Barghouti, c'est aussi la possibilité d'une unité palestinienne et d'une réconciliation. D'abord, c'est bon. Et ça, c'était la ligne rouge donc, de Benyamin Netanyahou. On ne libère pas. Oui, parce que c'est le leader palestinien le plus populaire partout et dans les territoires et dans la bande de Gaza. Cela dit, il a quand même 6 peines de perpétuité, donc on dit Mandela, je trouve que c'est un chouïa exagéré, mais il parle hébreu parfaitement, il connaît tous les rouages de la politique israélienne, c'est le seul espoir. Par contre, on a vu que quand Itamar Ben-Gvir est venu le narguer dans sa cellule, il est très affaibli, il est très malade. Donc c'est peut-être plus un leader imaginaire que ce qu'on peut voir sur les terrains. Donald Trump a pris en tout cas la parole à la Knesset ce matin. Il était en Israël avant de se rendre en Égypte. Le président américain, il a évoqué un nouvel âge d'or au Moyen-Orient. On va l'écouter. Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, aujourd'hui, les armes sont silencieuses, les sirènes aussi. Et le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui vivront, avec l'aide de Dieu, en paix pour l'éternité. C'est le début d'une grande concorde, d'une harmonie durable pour Israël et pour ce qui sera bientôt une région magnifique. J'y crois fermement. C'est une aube historique pour un nouveau Moyen-Orient. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'il dit vrai? Donald Trump, on l'a vu triomphaliste à la Knesset, standing ovation d'ailleurs à la Knesset, donc des différents députés israéliens. Est-ce qu'on est en train d'aborder un chemin vers la paix dans la région? Alors, on est dans l'hyperbole avec Donald Trump, donc évidemment, c'est toujours un vocabulaire particulièrement excessif. Mais il faut reconnaître quand même une chose, c'est que s'il s'était pas investi personnellement, on n'aurait pas le résultat d'aujourd'hui. Ça c'est incontestable. Il a pesé tout son poids pour que un processus démarre, pour arrêter la guerre déjà, libérer les otages. Il a fait pression sur Benyamin Netanyahou. Oui, il a fait. Alors sur le Hamas, c'est évident, mais aussi sur Benyamin Netanyahou. Sur le Hamas via le Qatar ou sur le Hamas non, directement. D'ailleurs, ils ont eu parfois des noms d'oiseaux au téléphone. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante. Il y a une de ses phrases lors de son discours à la Knesset où il évoque les discussions parfois soutenues avec Bibi.
Et donc, il lui a imposé un certain nombre de choses. C'est incontestable. Et quand on le voit dans les paramètres du plan, il y a des choses qui ne sont pas forcément, qui enchantent pas Benyamin Netanyahou. Mais parce comme le désarmement du Hamas, par exemple. Ah bah, ça fait partie des souhaits de Netanyahou. Ah oui, mais... difficile à mettre en œuvre. Mais par exemple... Comme le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Oui, mais la non-expulsion de la population comme préconisé par ses ministres. Et puis la mention, certes, un peu allusive, mais quand même, dans le dernier point, sur une autonomisation des Palestiniens avec un horizon très lointain, mais quand même d'un putatif État. Et ça ne peut pas faire plaisir à Benyamin Netanyahou. Donc on voit bien qu'il a arbitré, qu'il a imposé. Effectivement, il a pesé tout son poids pour... donc il faut ce qui explique d'ailleurs l'enthousiasme qu'il a déclenché en Israël. Hein. Il y avait une dimension quasi messianique à certains égards. C'était assez paradoxal. Marcel Marcel, il y avait une dimension quasi messianique aujourd'hui en Israël quand il parlait de Donald Trump. Tout le monde veut lui donner le prix Nobel de la paix. À la Knesset, il a suscité un enthousiasme, y compris auprès de l'opposition d'ailleurs. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que les familles et les gens qui ont manifesté ont eu le sentiment que Netanyahou ne faisait pas tout ce qu'il pouvait pour libérer les otages. Donc, ils ont l'impression que c'est Trump qui a vraiment fait ça. Et ça, c'est toujours très important. C'est vraiment le nœud de l'opposition dans la société israélienne. Après, il y a le fait que la majorité veut s'associer avec Trump, puisque on a vu que quand Witkoff et Kouchner étaient dans la place des otages, Netanyahou... Jared Kouchner et sa femme. Oui. À la mention du nom de Netanyahou, il a été hué. Donc, il y a cette façon, comme il y a la majorité de la coalition dans la Knesset, d'associer l'air force avec son image et de dire « oui, on est d'accord, c'est nous qui avons créé ça avec lui ». C'est une façon de se détacher aussi, paradoxalement, un peu de Benyamin Netanyahou, de dire que c'est grâce à Trump. Ça dépend qui on demande. C'est ça le problème. La partie des Netanyahou voudrait bien dire non, on l'a conçu ensemble. Et les autres voudraient dire c'est Trump qui a fait, c'est pas Netanyahou. Oui, alors on ne sait pas d'ailleurs si Netanyahou ne va pas être suffisamment habile pour se raccrocher au wagon Trump et garder la main sur les prochaines élections. Ce que je voudrais dire, ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est qu'on a un alignement quand même de planétaires. On a Donald Trump qui fait pression effectivement sur Benyamin Netanyahou. Mais pourquoi fait-il pression sur Benyamin Netanyahou? C'est parce qu'il a commis une erreur stratégique d'aller frapper le Qatar. Et tous les pays du Golfe, des Émirats, qui étaient favorables à cet accord d'Abraham, ont menacé de se retirer de cet accord. Donc Donald Trump s'est retrouvé coincé. Et donc là, il a décidé de tordre le bras à Benyamin Netanyahou pour pas perdre cette alliance qui pour lui est fondamentale parce que c'est avec eux qu'il fait du business aussi. C'est avec les pays du Golfe. Et deuxième alignement de planète, on a eu entrée dans le jeu la Turquie. La Turquie et le Qatar qui se sont mis, eux, à tordre le bras au Hamas. Donc on a eu une conjonction de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, cette journée que je trouve exceptionnelle quand même à plein niveau, même si la Cisjordanie, même si l'avenir, même si tout ça n'est pas garanti, a pu se produire. Et l'Égypte, donc en ce moment, ça se passe à Sharm el-Sheikh en Égypte, vous avez le président Sisi, vous avez l'émir du Qatar, vous avez Erdogan, le président turc, tous les trois et Donald Trump ont signé donc une déclaration pour Gaza, c'était il y a quelques instants, ça aussi ça fait partie vraiment de cette journée mémorable d'avoir tous ces pays musulmans réunis. Vous aviez aussi le Premier ministre pakistanais présent, les Européens avec Emmanuel Macron, on va l'écouter bientôt d'ailleurs, le président français. On va écouter un extrait donc de ce qu'il a dit ce matin. Il y a également Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Donc ça, c'est tout de même assez historique et ça se passe à Sharm el-Sheikh et on y a une envoyée spéciale, Mathilde Delvigne, qui est en fait notre correspondante en Égypte. Mathilde, vous êtes avec nous. Ils ont signé, on a vu Donald Trump, cette mise en scène habituelle, ils ont signé tous les quatre, l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis, une déclaration pour Gaza. On se demande ce qu'elle contient. Est-ce qu'on est dans la phase 1 du plan Trump ou est-ce qu'elle va plus loin ?
Alors, on est au tout début de la phase 2. Selon Trump, cet accord qu'ils ont signé, il doit établir les règles pour la suite du processus de paix. Donc, tout au long de la journée, on a lu et on a entendu des déclarations d'espoir et des appels à une paix durable des représentants et des chefs d'État présents à ce sommet. Il y a par exemple le président du Conseil européen, Antonio Costas, qui a qualifié ce sommet de moment rare d'espoir pour le Moyen-Orient. Selon Donald Trump, c'est même l'accord le plus grand et le plus important jamais signé dans cette région. Et puis, il y a eu des moments forts aussi, comme la rencontre entre Donald Trump et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui n'avait pas prévenu de venir à ce sommet. Les deux dirigeants ne s'étaient pas vus depuis 2017. Ils ont échangé quelques mots et puis posé pour la photo officielle. Et puis, il y a eu des rencontres et des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui entre les dirigeants pour essayer d'avancer déjà donc dans cette fameuse phase 2 qui pourrait être plus compliquée en fait que la phase 1 en abordant d'autres questions qui fâchent comme donc le désarmement du Hamas, le retrait total et permanent des troupes israéliennes à Gaza, la reconstruction de Gaza et la nouvelle gouvernance pour le futur de la bande de Gaza. Donc cet après-midi, en attendant Donald Trump, le président Sisi s'est entretenu déjà avec notamment le président Macron, le roi de Jordanie, les premiers ministres italiens, britanniques et canadiens et d'autres leaders pour parler de cette reconstruction de Gaza. La présidence égyptienne a déjà annoncé qu'il y aurait un nouveau sommet en novembre au Caire pour discuter plus longuement et plus dans les détails de cette question si importante. Et puis Emmanuel Macron, à son arrivée, a annoncé que la France allait organiser avec l'Égypte une conférence pour organiser l'aide humanitaire nécessaire, lui aussi, pour la reconstruction de Gaza dans les prochaines semaines. Mais donc, malgré cet optimiste, il reste quand même de grands absents dans ce sommet qui sont le Hamas et Israël. Aucun de ces représentants ne sont à ce sommet. Il y a aussi l'Iran qui est invité et qui a refusé de venir. Donc, on sent quand même que rien n'est gagné. Merci Mathilde Delvigne. Rien n'est gagné, hein, Laetitia Bucaille. Donc déjà, cette phase 2, on peut dire que la question du désarmement du Hamas et la question du retrait de l'armée israélienne qui contrôle, donc elle contrôlait 82% de Gaza, maintenant elle en est à 53% pendant le cessez-le-feu, plus tout ce qui concerne la gouvernance et cette fameuse force d'interposition, enfin de stabilisation, je ne sais plus comment on l'appelle, l'ISF. L'ISF, c'est ça ou la... Oui, c'est ça. Oui. Cette fameuse ISF, cette force, ça aussi, tout ça pose question. Ça fait partie de la phase 2. On est un peu dans le flou. Oui, parce que là, on a un grand théâtre où Trump fait preuve d'un très large optimisme, un optimisme béat, mais effectivement, les choses sur le terrain risquent d'être compliquées. L'architecture de gouvernance et l'architecture de sécurité va quand même consister en un millefeuille de différents intervenants qui vont devoir s'entendre entre eux. C'est-à-dire qu'il y a le problème de que devient le Hamas? Est-ce que le Hamas désarme ou ne désarme pas? On sait que... Pour l'instant, il n'a pas l'intention de désarmer. Pour l'intention, il n'a pas l'intention de désarmer. Et puis surtout, ceux qui désarment, c'est ceux qui ont complètement perdu la guerre et qui n'ont pas d'autre choix que de désarmer, ou bien ceux qui font partie d'un accord politique et qui, en échange d'autre chose, d'une intégration à une force, etc., acceptent de désarmer. Là, ce n'est pas le cas. Donc on sait qu'il va y avoir plusieurs acteurs, que Israël va vouloir continuer à contrôler la sécurité tout en haut de l'édifice, mais Israël devra s'entendre avec les intervenants sur place, cette fameuse force internationale. Cette fameuse force internationale devra gérer d'éventuels combattants qui ne voudront pas déposer les armes, du Hamas ou d'autres groupes. Donc ça risque d'être très, très compliqué. Ça risque d'être très compliqué, David Riguleiro. Cette force, donc évidemment, on a vu, désarmement du Hamas très compliqué, retrait d'Israël, parce qu'Israël veut garder la sécurité, le contrôle de la sécurité à Gaza. Ça, c'est un peu non négociable pour Benyamin Netanyahou. Donc deuxième difficulté. Et troisième difficulté, donc cette fameuse force, David Riguleiro, en quoi peut-elle consister exactement? Est-ce qu'il y aura des troupes indonésiennes, puisque demain, effectivement, on a le président indonésien qui va en Israël. Non, elle n'ira pas. David Riguleiro, je vous donne la parole ensuite.
Oui, non, c'est très compliqué. Les contingents qui pourraient la constituer, évidemment, c'est un élément déterminant parce que en plus, il y aura une défiance pour certains par rapport à certains pays et pourtant qui sont importants pour que ça avance, comme la Turquie ou d'autres. Alors l'Égypte, ça pose pas de problème. L'Égypte aura un contingent a priori dans cette force. Non, mais c'est-à-dire que l'Égypte, de toute façon, il y a un partenariat avec Israël préexistant, donc il y a une confiance avec les services égyptiens. Donc c'est pas ça qui va poser problème. Mais l'Égypte pourra pas composer à elle seule la force internationale. Il faudra d'autres pays. Et donc là, ça va être assez compliqué. La Turquie, vous dites, ça peut être compliqué. Oui, parce que en même temps, la Turquie est un gage de crédibilité pour que ça avance, parce qu'ils ont la possibilité de faire pression sur le Hamas, justement. C'est un des pays qui peut pousser le Hamas à désarmer, ce que d'autres pays ne pourraient pas faire. Donc on voit que c'est très compliqué. Les retraits, effectivement, israéliens, de toute façon, c'est par étapes. Il y a une première étape sur la ligne jaune qui est effective, comme vous le rappeliez, sur 53%. Il y a une deuxième étape qui est prévue. Donc ça, c'est pendant le cessez-le-feu, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là. Il n'y a pas de calendrier. Alors là, c'est effectivement, d'ailleurs, c'est le point 16. On dit que le retrait se fera sur des normes, des étapes et des échéances qui ne sont pas précisées. Donc là, évidemment, on dit toujours le diable est dans les détails. Sur le fond, la dynamique est là, de toute façon. Et Israël sera contraint de se retirer au moins sur la barrière de sécurité en gardant une zone tampon. Mais de toute façon, c'est acté. Il ne peut pas faire autrement. Et ce qui est acté aussi, c'est le désarmement. Les questions, c'est les modalités. C'est ça qui va être très compliqué à mettre en œuvre. Tamar Sebok, c'est acté tout de même. Donc on va dans la bonne direction. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique, et je crois que c'est ça qu'il voulait initier, parce qu'il a dit, d'ailleurs, le président Trump, la guerre est finie. Ça veut dire qu'il arrive à imposer à Netanyahou et aussi au Hamas le fait qu'on s'arrête là. Maintenant, pour Israël, le fait que la Turquie et les Qatars vont se trouver à leurs frontières et que la Turquie, c'est le patron du djihad islamiste et que le Qatar est le patron du Hamas, c'est très inquiétant aussi. C'est très inquiétant pour Israël. Donc, il ne serait pas prêt à accepter un contingent du Qatar, de la Turquie. C'est fait. Mais justement, ils voudront des garanties sérieuses. Ouais. On sait que là, c'est l'avantage de ce qu'a fait le président Trump, qui a dit « ça va se faire, point ». Maintenant, voilà, c'est le diable est dans les détails. On va l'écouter, Donald Trump. Cette fois, on va l'écouter. Tout le monde disait que c'était impossible et enfin nous avons la paix au Moyen-Orient. Après des années de souffrance et de sang versé, la guerre à Gaza est terminée. L'aide humanitaire arrive désormais en masse, avec notamment des centaines de camions chargés de nourriture, de matériel médical et d'autres fournitures, dont une grande partie est payée par les personnes présentes dans cette salle. Patricia Lémonière, une grande partie payée par donc les acteurs. Là, il parle vraiment des pays du Golfe. Il en a d'ailleurs dit un mot aussi. Il en a dit un mot dans son discours. Les pays les plus riches de la région qui, eux, donc, devraient mettre la main au portefeuille là, pour financer la reconstruction de Gaza. Dans ce discours incroyable qu'il a fait à la Knesset, très long, mais aussi incroyable parce qu'il a envoyé des messages cachés à Benjamin Netanyahou dans la série « Si tu fais pas ça, je te tords une deuxième fois le bras ». Donc, il le menaçait presque. Oui, presque menaçant. Mais vis-à-vis des États du Golfe, il est très optimiste. Il a dit ils vont investir, ils ont l'argent pour tout déblayer. Après tout, c'est que des gravats. Bon, il oubliait complètement qu'il y avait des armes cachées dedans. Des tunnels. Alors, c'est que des gravats. Et pour eux, cette somme d'argent, ça représente rien. C'est une goutte d'eau. Donc, ils sont Donc, on sent complètement le business. C'est le businessman qui est à l'œuvre. C'est un deal. C'est pas un plan de paix comme les diplomates en Occident ont construit depuis des années. Non, c'est un pur deal. Mais ce qui va être important, c'est qu'il est tellement flou et tellement ouvert, ce plan. C'est que si Donald Trump continue à s'investir pour être le fameux homme de la paix digne du prix Nobel l'année prochaine, s'il continue à s'investir, il a les moyens de faire plier tout le monde. Il a les moyens de réaliser ce plan de paix. Mais on le connaît. Il passe d'une chose à une autre. Et puis si ça dure, il n'aime pas les choses qui durent. Donc tout va dépendre. En fait, c'est incroyable. La situation aujourd'hui au Proche-Orient dépend de cet homme. Ouais, vous êtes d'accord? Je vous donne la parole juste après, David Ruggiero. Un mot sur les pays du Golfe, parce que je sais que c'est un peu votre spécialité. Quand il dit, c'est sûr qu'ils vont mettre la main au portefeuille. C'est le cas. De toute façon, c'est eux qui peuvent le faire. Oui, c'est eux qui peuvent le faire. Mais ils vont le faire. Dans le plan égyptien de mars 2025, il y avait 53 milliards qui étaient déjà
prévus par, justement, abondés par les pays du Golfe. Et il se trouve qu'il a besoin d'eux, et inversement, les pays du Golfe aussi ont besoin de lui. Donc chacun se tient par la barbichette un peu, là. Mais c'est par intérêt bien compris. Donc c'est ce qui permet on va dire, une logique vertueuse, en fait. C'est pas par conviction éthique, c'est par intérêt. Mutuel. Les intérêts convergent là. Laetitia Bucaille, un mot juste, la présence de Mahmoud Abbas. Ça aussi, c'est intéressant sur cette gouvernance de Gaza. Ils ont parlé dans le plan, me semble-t-il, d'une autorité palestinienne, mais renouvelée. Donc ça voudrait dire sans Mahmoud Abbas. Pour le moment, on n'en parle pas de l'autorité palestinienne. Et c'est d'ailleurs bien le problème de qui va gérer Gaza et l'acceptabilité de ces forces. Parce que vous mentionnez le fait qu'Israël va se méfier des Qataris ou des Turcs s'ils viennent à Gaza pour contrôler les choses. Mais les Gazaouis peuvent aussi assez mal prendre le fait que les Égyptiens reviennent, qu'un Britannique revienne aussi, une sorte de mandat. Et puis, doit prendre la tête du comité. Les populations même de ces pays turcs, égyptiennes, etc., qui sont tout à fait pro-palestiniennes, risque quand même à un moment de penser qu'il s'agit d'une occupation, parce que ça peut aussi être lu comme ça. Non pas une administration qui irait vers une souveraineté palestinienne. Ça, en fait, il n'y a aucune garantie pour qu'on aille vers là. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est est-ce qu'on va plutôt avoir un effort pour reconstruire Gaza et amener, comme un vieux mandat d'après Première Guerre mondiale, les Palestiniens à construire un État, ou bien est-ce qu'on va surtout faire du business ? Ça, c'est une question. On va écouter le président Sisi, le président égyptien, qui a pris la parole. Je réitère notre soutien et notre aspiration à l'exécution de ce plan, créant un horizon politique essentiel pour la mise en œuvre d'une solution à deux États, car c'est la seule voie vers la réalisation de l'aspiration légitime des peuples palestiniens et israéliens à tourner la page et à vivre en sécurité. Il l'a prononcé, David Rigoulet-Rose, le président Sisi, 2 États, donc un État palestinien à côté d'Israël. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que tous les pays qui étaient représentés à Sharm el-Sheikh souhaitent cette solution à 2 États ? Puisque Israël n'était pas présent, Jean-Claude. Non, tous les pays pensent qu'il n'y a pas d'alternative réelle. Après, ce qui est intéressant dans la déclaration de Sisi, c'est que d'abord, il y a un point qui l'a rassuré, c'est le point du plan Trump, qu'il n'y a pas expulsion des Gazaouis qui seraient susceptibles de venir en Égypte. Donc, il va soutenir le plan avec toutes les forces possibles. Et puis, il évoque effectivement... On est encore dans la réelle politique, là. Oui, toujours, mais ça fait partie du jeu. Et puis, il y a le point 19, parce qu'il fait référence, c'est un point qui est dans le plan Trump, c'est le point numéro 19, qui parle de la réforme de l'autorité palestinienne, où il dit que c'est la voie crédible vers une autodétermination et la création putative d'un État. Et là, il en parle, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est la photo qu'on a vue avant de Donald Trump avec Mahmoud Abbas. Ça n'a pas dû faire plaisir à Benjamin Netanyahou. En plus, ils ont discuté pendant un petit moment ensemble. Oui, mais justement, ça montre à quel point Trump considère que c'est lui qui gère l'architecture globale et qu'il ne va pas être bridé par les desiderata de tel ou tel. Et ça prouve qu'il a pris, que Donald Trump, dans son plan global, a pris des bouts de plan ailleurs. Il a pris le côté politique amené par la France et l'Arabie Saoudite dans le plan franco-arabe. Donc son plan, c'est un mélange de tout. C'est un mélange du plan égyptien aussi. Mais dans on va voir ces images dans derrière moi, de Donald Trump et de Mahmoud Abbas, qui n'était pas prévu au départ, le président de l'autorité palestinienne, qui a été un peu forcé par la France, non, me semble-t-il. Oui, enfin, il a été forcé par les pays environnants. Et je crois que Donald Trump aurait beaucoup aimé que Benjamin Netanyahou soit présent parce qu'il aurait eu son camp David à lui. Il lui a demandé ce matin, d'ailleurs, à la Knesset. Donc, voilà. Mais, les Turcs n'étaient pas favorables. Mais les Turcs disent qu'ils n'étaient pas favorables. À la présence de Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas si c'est les Turcs qui n'étaient pas favorables. Ça, c'est une autre question. Benjamin Netanyahou ne devait pas tellement avoir envie de venir. Je pense que Benjamin Netanyahou était surtout pas favorable. Ça les a arrangés tous les deux. Voilà, et que donc Donald Trump n'a pas réussi à imposer tout ce qu'il voulait. Mais j'en finirai par un petit point qui est essentiel, c'est que quand on parle de la création de 2 États, on oublie une chose essentielle, c'est la Cisjordanie. Donald Trump a bien dit qu'il s'opposait à l'annexion de la Cisjordanie, mais il n'a pas dit qu'il s'opposait
à la poursuite de la colonisation rampante. Et ça, c'est le vrai problème de fond, parce que la violence qui existe dans cette partie du monde, moi j'étais correspondante quand il y avait très peu encore de colons en Cisjordanie, c'était le début de l'évolution, et la colonisation rampante est à l'origine de la violence qui existe dans cette partie. Tamar Sebok, d'autant qu'il y a ce plan d'Iwan, donc qui permet de diviser la Cisjordanie, le plan de Netanyahou. Donc là, on n'est pas du tout dans la logique de deux États du côté du gouvernement israélien. De toute façon, Netanyahou a dit qu'il refusait cet avenir. Alors, dans le plan de 20 points de président Trump, il n'y avait pas au début ces plans. C'est plutôt effectivement les Français et les Saoudiens qui ont poussé. Maintenant, Trump écoute souvent la dernière personne qui a parlé, et puis là, il est entouré de gens où c'est très important pour eux. On note aussi que dans son discours à Sharm el-Sheikh, il n'a pas mentionné Netanyahou. Ça veut dire qu'il sépare quand il est dans un endroit, il parle au public qui est là, et dans l'autre, il parle au public qui se trouve là. Mais encore, il parle aux gens qui sont dans la Convention. Il ne parle pas vraiment aux Palestiniens. On a l'impression qu'ils sont effectivement les grands oubliés, inclut l'urgence de reconstruire Gaza. Donc, ils sont les grands oubliés, vous pensez, David Rigoleros, finalement, les Palestiniens Dans le plan, l'angle mort, c'est effectivement l'absence de représentation d'abord de l'autorité palestinienne et des Palestiniens tout court, même s'il y a un comité de technocrates apolitiques, une dizaine, mais chapeauté par une structure qui internationale, avec éventuellement dirigée par, pour l'instant, c'est pas confirmé, par Tony Blair, et puis en surplomb Donald Trump. Bon, donc il y a l'idée d'une gouvernance internationale sur plusieurs années. De toute façon, avec l'horizon, quand même, effectivement, d'une identité palestinienne qui serait reconnue. Et ça, effectivement, il a agrégé plusieurs éléments, il les a fait converger dans le plan, qui offre des perspectives, c'est-à-dire qui ne ferme pas de porte, en fait. Même s'il y a des zones d'ombre, des flous, mais il ne ferme pas de porte, donc il y a une dynamique sous-jacente qui peut offrir des opportunités. Là, on voit Donald Trump qui quitte à l'instant Sharm el-Sheikh, il vient de monter l'escalier, donc il est dans son avion, United States of America, le président Trump, après cette journée très riche, puisque encore une fois il est passé par la Knesset en Israël, puis donc en Égypte, chaudement accueilli d'ailleurs en Égypte et en Israël. Un dernier mot, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Laetitia Bucaille, justement sur l'autorité palestinienne, sur les Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors du fait qu'ils aient été heureux bien sûr de retrouver un certain nombre de prisonniers qui ont été libérés, est-ce qu'ils peuvent espérer à une autonomie, à une gestion politique? Bon, je crois que quand même le bonheur était limité, d'abord parce que tous les prisonniers n'ont pas été libérés. Il y a plus de 70 prisonniers palestiniens qui sont morts en prison depuis le 7 octobre, qui sont morts faute de mauvais traitements, de manque de soins, de torture. Et l'avenir politique leur apparaît quand même très sombre. Ils n'ont pas du tout confiance en Trump. En Cisjordanie, les gens sont extrêmement inquiets de leur avenir, puisque leur quotidien, c'est quand même une politique très, très agressive des colons et une impossibilité de circuler. Donc même dans les faits très banals de la vie quotidienne, les Palestiniens de Cisjordanie ressentent l'occupation très durement. Quant aux Palestiniens de Gaza, ils sont soulagés que les bombardements s'arrêtent. Mais enfin, le chemin est encore long. Le chemin est encore long et les destructions sont terribles et les pertes sont immenses pour tout le monde à Gaza. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Laetitia Bucaille et Patricia Lémonière. Merci Tamar Sebok, merci David Rigoleros. Et puis merci à nos envoyés spéciaux qui ont participé donc à ce débat. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.